Ah, voilà. Non, c'est pas encore tout à fait ça. Hey, bonjour à tous. C'est la folie en ce moment avec la sortie du Samsung Z Flip et du Motorola Razr. Ces deux téléphones pliables sont sortis récemment. C'est la deuxième génération de téléphones pliables. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu droit à des essais assez décevants, mais ces deux nouveaux modèles ont l'air pas mal du tout. En parlant de téléphone pliable, je suis allé visiter un salon en août dernier, ça s'appelle Touch Taiwan Display International, le salon des insiders, rien que pour les pros. C'est en gros pour faire ses courses quand on a envie d'intégrer un écran dans ses produits. Donc, des télés, mais aussi des smartphones, des voitures, des enceintes, etc. Cet épisode est le troisième reportage consacré à ce salon que peu de gens connaissent. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux écrans pour les smartphones et pour l'électronique embarquée. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les écrans flexibles proposés par AUO. Il y avait une installation avec des écrans qui se plient dans les deux sens. Ça m'a fait penser aux installations d'IKEA, vous savez, avec les sièges, pour montrer combien ils sont résistants à l'usure. La fiche technique ici indique plus de 200 000 pliures dans un sens ou dans l'autre. Bon là, ok, c'est un peu au ralenti, mais c'est une démo qui montre ce que c'est. C'est pas non plus supposé être utilisé par des bourrins qui claquent leur téléphone à chaque fois en faisant un gros bruit. Mais bon, il faut quand même avouer que ça a l'air de bien tenir le coup. La pliure ne marque pas trop. Bon, il faut avouer que l'épaisseur de la pliure est quand même assez généreuse, donc à voir ce que ça donne en utilisation réelle. L'image, quant à elle, est magnifique. On est sur de l'AMOLED en 1680 sur 720 pixels. La résolution atteint une densité de 326 points par pouce, donc très très bon. Je vote pour. On n'est pas très loin du Motorola Razr à 3573 ppi. En termes Apple, c'est l'équivalent du X-Retina, comme sur le iPhone 11 de base. Par contre, on est loin des modèles haut de gamme, comme le iPhone 11 Pro à 458 ppi, ou carrément comme le Galaxy S20 de Samsung, qui lui atteint les 563 ppi. D'autres infos sur ces écrans pliables. À l'origine, AUO devait fournir Motorola sur les téléphones Razr, mais le deal ne s'est pas fait parce que la quantité demandée par Motorola était bien trop élevée par rapport à ce que AUO pouvait promettre de livrer. De ce fait, Motorola s'est tourné vers un autre fournisseur en Chine qui se nomme BOE, Beijing Oriental Electronics, qui est aussi l'un des leaders du marché des écrans flexibles. Mais avec ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, on ne sait pas encore si BOE sera en mesure de livrer la demande. L'écran flexible, ce n'est pas seulement pour les smartphones, attendez-vous à voir débarquer d'autres produits qui exploitent cet avantage, comme des bracelets, des montres, des enceintes, ou encore des choses qui pourraient avoir une surface incurvée. Toujours au rayon des écrans pour smartphones, la proposition d'Inolux est la possibilité de coller les écrans les uns aux autres. On peut en coller 2, 3, 4, ça dépend, pour faire des montages à plusieurs écrans. Le nom de la techno est assez rigolote, c'est l'ODTG, One Data Triple Gate. La résolution ici est du 1080 sur du 2160 pixels pour 450 ppi, c'est juste énorme. C'est possible de les mettre les uns à côté des autres de façon aussi jolie parce qu'ils ont réussi à faire des bords ultra fins afin de minimiser le trait noir entre les deux écrans. Ici, nous avons un modèle à 0,5 mm de chaque côté, droite et gauche. Ça fait donc à peine 1 mm entre les deux écrans noirs pour la petite bande noire. En taille, ces écrans, ce sont des 5,99 pouces. Le résultat est quand même assez bon. Je rappelle que c'est des écrans plats qui ne sont pas des écrans flexibles destinés aux smartphones. Ces écrans sont donc faits pour des téléphones de taille de 6 pouces environ, donc comme le iPhone 11 ou le Galaxy S10, et un peu plus grand donc que le iPhone 7 ou le Galaxy S7. Proposer un téléphone au bord très fin est devenu le cheval de bataille de certaines marques. C'est même devenu une obsession chez certains utilisateurs. Bon, c'est vrai que c'est plus joli d'avoir un écran qui occupe le plus d'espace possible, mais pour arriver à minimiser ses bords à moins de 1 mm, ce n'est pas facile.
C'est un élément crucial dans la conception des smartphones et pour pouvoir proposer un téléphone au bord si fin, il faut avoir accès à des écrans au bord très fin, c'est la base. Je précise, ce sont des écrans montés sur des panneaux noirs. Le gros trait que vous voyez là, c'est juste l'épaisseur de ces panneaux, ce n'est pas l'écran. C'est hyper fin. Voici un autre écran à bord très fin, un peu plus en fait, 0,7 mm pour ce modèle. Par contre, on a l'impression qu'il a des bords plus fins grâce à un design arrondi sur les bords. C'est du 391 ppi, donc plutôt bon dans la densité des pixels pour un écran de 6,59 pouces. Ici, ce modèle est assez extraordinaire, on est sur du 0,2 mm pour les bords. C'est juste incroyable, 0,2 mm sur les bords droite, gauche et haut, et juste un petit peu plus pour le bas, 0,25 mm. C'est un écran de 5,99 pouces, 1080 sur 2160, donc du Full HD+, et en 403 points par pouce. Ah ça c'est une innovation marrante. C'est pour ceux qui rêvent d'emmener leur téléphone à la plage ou à la piscine pour pouvoir prendre des photos dans l'eau. C'est le Underwater Touch-In Display. C'est un écran de 6,17 pouces qui vous permet d'interagir sous l'eau avec votre écran. Juste pour la précision, là ce que vous voyez, la flaque d'eau que vous voyez là, c'est une vraie, ce n'est pas un écran. Donc l'écran du smartphone est sous à peu près 2 cm d'eau et on pouvait s'amuser à prendre des photos. L'écran prend en compte la pression, donc si vous appuyez fort, ce sera une action comme prendre la photo, et si vous appuyez légèrement, ce sera pour faire la mise au point. Côté caractéristiques, on est plutôt bien loti avec du 403 ppi. Bon ok, ça n'est pas aussi précis que quand on est au sec. Par contre, ça vous permet de prendre des photos des petits poissons que vous rencontrez sous l'eau. Les bords sont un chouïa plus épais, 0,6 mm. Mais bon, il y a quand même d'autres concessions pour pouvoir accéder à cette fonction quand on est sous l'eau. On peut donc très bien imaginer, dans quelques années, un constructeur de téléphone proposer un modèle qui soit typé aventure, ou pour ceux qui voyagent beaucoup, ou pour ceux qui aiment aller à la piscine. Je pense qu'il peut y avoir quelques personnes intéressées. Allez, on quitte les smartphones et on parle des écrans pour les smartwatches. On est ici chez Corning, qui montre ses verres de protection pour les modèles ronds de chez Samsung et Garmin. Pour info, Corning est le fabricant des fameux Gorilla Glass qui protègent vos smartphones et laptops des chocs. Les vitres de protection ne sont qu'une partie de la société Corning, qui fait bien d'autres activités. Il présentait ici plus particulièrement les vitres Astra, dédiées aux affichages en très haute résolution, notamment pour les écrans en 4K ou 8K et autres X-Retina. De retour chez AUO où l'on montre les écrans de smartwatch ronds. Vraiment ronds. Un vrai cercle, et ils ne sont pas nombreux sur le marché à proposer cette forme plus élégante pour les montres. Tenez-vous bien, dans ce petit écran rond, il y a une antenne NFC intégrée. Ça veut dire que vous pouvez vous en servir avec Apple Pay ou Android Pay quand vous passez dans une caisse en sans contact. 0,7 mm, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. L'écran est un AMOLED de 1,3 pouces pour du 326 ppi, donc très très bonne résolution pour cette taille. Là, c'est des modèles qui consomment très très peu d'énergie, le but étant d'avoir sa montre qui puisse durer le plus longtemps possible. Comme ça évite de la recharger tous les jours, parce qu'on s'en sert pas comme un smartphone. Ah tiens, ça c'est un truc rigolo. Les affichages de scooters et de motos. Pour la petite histoire, c'est le tableau de bord des Gogoro très populaire ici à Taïwan. C'est le Smart Scooter électrique Made in Taiwan et on l'appelle le Tesla des scooters et ça fait un carton ici. Les tableaux de bord de nos deux roues préférées seront de plus en plus équipés par de jolis écrans et moi j'aime plutôt bien cette idée. On passe à l'automobile avec les tableaux de bord dans les cockpits. Depuis quelques années, c'est un des gros trucs du CES à Las Vegas, la tech embarquée. Et pour ça, les écrans flexibles, c'est l'idéal pour mettre en forme nos rêves en voiture. Ici, nous sommes chez AUO avec une démo sur plusieurs emplacements possibles. Tableau de bord pour la conduite, le GPS, la musique, les espaces pour la détente des passagers, mais aussi le rétroviseur. Une des autres particularités est aussi le peu de reflets avec un très bon ratio de contraste et de luminosité.
Rendez-vous compte, 2000 candela au mètre carré, c'est juste énorme. Ici, la fidélité des couleurs n'est pas la priorité, mais plutôt l'épaisseur de l'écran, l'angle de vue et la visibilité, que ce soit en plein soleil ou dans la nuit, ce qui explique le gros ratio de contraste. Un joli tableau de bord comme ça, c'est bien sûr la possibilité d'afficher un tas de choses utiles ou pas, mais de façon beaucoup plus claire qu'avant. Le curved display, c'est-à-dire l'affichage courbé, permet à l'écran d'épouser les courbures des tableaux de bord au plus près. Un autre truc que vous ne pouvez pas bien voir à l'image, c'est la fonction touch. La plupart des écrans intègrent aussi ce que l'on appelle de l'haptique. En gros, c'est quand vous touchez l'écran, vous sentez un petit truc sous le doigt. C'est une mini secousse ou une petite vibration qui vous fait sentir l'interaction. Sans aller jusqu'à la décharge électrique, ça ressemble à une petite secousse quand on touche l'écran, un retour juste pour signifier que l'action a été faite. Quand on conduit, c'est important d'avoir un retour parce qu'on n'est pas censé avoir les yeux rivés sur l'écran. On est censé conduire, donc avoir l'œil sur la route. Enfin, pour l'instant encore, parce que la conduite automatique avec l'intelligence artificielle, c'est pas encore dans notre quotidien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses. Attention, ce n'est pas un panel exhaustif de ce qui est présenté au salon. Il y avait beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'on n'a pas pu aborder, notamment tout ce qui concerne la NFC, donc tout ce qui est paiement sans contact, d'autres qui pouvaient aussi lire les empreintes digitales, les écrans pour les appareils photo, les caméras et plein d'autres choses. Il y a encore plein de domaines qu'on n'a pas pu aborder et d'autres aussi intéressants. C'est vrai que les thèmes abordés dans cette première série de vidéos sont assez pointus. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent. J'espère que ça vous a intéressé aussi. J'ai eu la chance de travailler dans ce domaine à Taïwan, c'est donc avec plaisir que je partage ce côté insider avec vous. Dites-moi si ça vous plaît, si ce genre de thème vous intéresse beaucoup ou pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à promouvoir cette chaîne en parlant autour de vous de cette vidéo, à liker, ou même à vous abonner. Les gens ne vont pas chercher naturellement écran, smartphone, pièces détachées, ce genre de mots-clés. Donc ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui tombent sur cette vidéo par hasard. Je m'appelle Gia, ici on parle de photo, on parle de tech. Vous êtes sur Gia Phototech. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.